Bonjour à tous et merci d'être venus. Je sais que c'est toujours difficile de choisir entre toutes les super présentations pendant un camp comme celle-ci. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment utiliser le concept du risque pour apprendre différentes pistes de recherche et convaincre les parties intéressées d'investir dans la recherche. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter rapidement et vous parler un peu de mon parcours parce que je sais que chacun a un parcours un peu unique pour arriver à l'UX. Donc, après avoir terminé mes études d'anthropologie, j'ai travaillé pendant 2 ans comme analyste comportementale en freelance. Et depuis 2018, j'ai travaillé comme researcher ou user researcher au sein de l'équipe Product Strategy and Insights chez Dashlane. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Dashlane, c'est une application de gestion de mots de passe que je vous recommande fortement d'essayer, bien sûr, et après me faire part de vos commentaires. À Dashlane, je suis amenée à travailler sur une multitude de questions allant de qu'est-ce que c'est l'identité numérique à comment pouvons-nous améliorer l'expérience d'onboarding des nouveaux users. Et c'est pour gérer cette grande diversité de questions sur lesquelles nous travaillons que nous avons commencé à utiliser le concept du risque pour nous aider à identifier les questions à traiter en prioritaire. Une dernière petite précision avant de commencer, pour éviter que ça vous perturbe pendant la présentation. Je suis sûre que vous avez tous remarqué mon accent. Alors, je suis d'origine anglaise, donc veuillez m'excuser des éventuelles petites fautes de français. Et maintenant que vous en savez un peu plus sur moi et pourquoi je suis là, j'aimerais vous parler un peu du concept du risque. J'imagine que vous avez tous déjà en tête une définition de risque qui ressemble un peu à celui-là. C'est de s'exposer une personne ou un objet de valeur à un danger, un préjudice ou une perte. Je pense qu'un exemple pertinent pour aujourd'hui, c'est de monter ta propre boîte et d'essayer de faire une start-up. Les opportunités sont claires. Vous pouvez devenir peut-être le prochain Steve Jobs. Mais bien sûr, il faut bien investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Et il y a toujours la possibilité que ça devienne un échec. Vous allez tous perdre. Et je passe ce type de risque un risque actif parce que c'est le moment qu'on doit prendre une action quand on prend le risque. Et aujourd'hui, je veux vous présenter un deuxième type de risque. Et ça, c'est un type de risque passif. C'est le risque qu'on prend quand on fait absolument rien. Alors aujourd'hui, pour moi, c'était le risque d'avoir absolument rien à dire en n'écrivant pas ma présentation. Heureusement, je ne l'ai pas fait, donc aujourd'hui, j'ai quelque chose à dire. Mais c'est un risque qu'on oublie souvent parce qu'on pense qu'on n'a rien fait et alors il n'y a pas de risque. Et ce deux types de risques peut être appliqué à la recherche. Donc, avec le risque actif, j'imagine que vous êtes tous conscients de pourquoi c'est un risque. Normalement, quand vous proposez de faire un peu de recherche, la première réponse est « Mais désolé, on n'a pas le temps ». Quand on travaille avec un produit, dès que nos PM et d'autres gens ils ont trouvé une solution, ils veulent aller avec une vitesse au maximum de le mettre en place, puis ils ont visé une opportunité immense. Et puis ça, ils vont vous dire en fait, désolé, on n'a pas le temps d'attendre pour tous vos résultats. Du coup, c'est sûr qu'on peut avoir des résultats sans avoir à attendre trop longtemps, mais je pense que ça, c'est un sujet pour notre présentation. Mais c'est toujours la première réponse. Et ensuite, l'autre risque, c'est de perdre de l'argent. Et là, on peut aussi faire un peu de recherche un peu plus léger, mais ils vont toujours dire « Désolé, mais la recherche, ça coûte très cher, il faut trouver les gens, etc. etc. » Mais aujourd'hui, je vais vous présenter les risques passifs que vous ne faites pas de recherche. En première, il y a la possibilité de manquer des opportunités. Par ça, je veux dire, si vous avez déjà une super idée en tête, mais dès que vous essayez de le mettre en place, ça ne marche pas, il y a la possibilité que vous allez passer directement à la prochaine idée et complètement le laisser tomber. Même si c'est une idée qui peut absolument marcher et qui peut résoudre plein de problèmes pour vos users, en fait, si vos données montrent que ça ne marche pas, c'est facile de passer tout de suite à la prochaine parce qu'il y a toujours plein d'idées dans votre backlog. Ensuite, il y a la possibilité de perdre encore plus de temps et encore plus d'argent. Et je vais vous montrer comment avec un petit exemple. Mais à ce point de la présentation, il me semblait que je dois être honnête avec vous et reconnaître que le titre de cette présentation peut prêter à confusion. Je suis convaincue que la recherche permet de réduire des risques et je suis 100% en faveur de recourir à la recherche dès que possible. Je suis donc désolée si vous pensiez sortir de cette présentation avec des arguments visant à persuader vos responsables qu'il n'est pas nécessaire de mener des recherches avant de commencer la phase de développement. Mais alors, pour cet
Exemple, nous avons une équipe qui veut ajouter une étape à l'onboarding pour augmenter le nombre de créations de comptes. Les opportunités sont très claires. C'est d'obtenir encore plus de nouveaux users. Et sur ça, on voit, c'est très clair pourquoi on doit aller au vitesse maximum parce qu'on a trouvé la solution parfaite pour nos users. Et c'est vrai que de temps en temps, nous avons les solutions qui vont absolument marcher sans avoir besoin de faire de la recherche. Il ne faut pas toujours faire la recherche, mais si on ne fait pas de la recherche, on prend quand même ce risque. Le risque qu'il y aurait soit un impact neutre ou un impact complètement négatif. Et si c'est un impact neutre, il y a la possibilité de perdre le temps de développement et le temps de recueil des données. Parce que pendant le temps que vous travaillez sur une feature qui ne marche pas et qui absolument ne fonctionne pas pour vos users, vous allez perdre le temps. Vous pouvez travailler sur une autre feature qui était la solution que vous avez cherchée. Et ensuite, si c'est un impact négatif, vous allez perdre le temps de développement, le temps de recueil des données et le temps de restauration parce qu'il faut absolument enlever les changements que vous avez mis en place. Et là, vous pouvez avoir les estimations de chaque perte de temps en parlant avec vos PM ou vos développeurs. Parce qu'avant de commencer à développer une feature, ils vont faire une estimation de sizing, de t-shirt sizes, du S ou M ou L. Et comme ça, vous avez une estimation de combien de temps à peu près ils vont mettre en place pour développer ce feature. Ensuite, vous pouvez parler avec vos analystes pour comprendre combien de temps il faut attendre pour avoir les données. Et ensuite, encore les développeurs pour savoir s'il faut attendre longtemps pour enlever les changements. Déjà, avec cette estimation de temps, vous pouvez voir quels sont les projets qui vont coûter le plus cher en termes de temps perdu s'ils ne marchent pas. Et comme ça va me permettre de faire une hiérarchie de projets pour voir quels sont les projets les plus dangereux et les plus risqués s'il n'y a pas de recherche. Si cet argument ne marche pas, vous pouvez aussi transformer cette estimation d'avoir une vraie estimation en termes d'argent réel. Vous savez à peu près combien vous allez payer vos développeurs pour leur temps. Et dès que vous avez l'estimation de temps qu'il faut avoir pour développer, vous avez une estimation de temps que vous allez perdre à tout de suite. Donc maintenant, je vais vous donner 2 exemples de comment on a utilisé les risques chez Dashlane. Pour un peu de contexte, chez Dashlane, nous, les researchers, on travaille à la fois indépendamment et avec les équipes produits, qu'on appelle les mission teams. Ça veut dire que notre planification, c'est lié avec la planification des équipes de produits. Et chaque an, il y a 4 réunions pendant lesquelles les équipes présentent qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et qu'est-ce qu'ils vont faire. Avant cette grande réunion, nous faisons un point avec tous nos PM pour savoir quelles sont leurs questions, quels sont leurs besoins pour la recherche, pour valider les idées qu'ils vont tester à la prochaine, et quelles sont les questions qu'ils ont sorties des projets qu'ils ont déjà mis en place. Ensuite, on va faire un point avec tous les researchers pour recueillir toutes les questions qu'ils ont sorties avec les réunions avec nos PM, et aussi toutes les questions qu'on a trouvées, on fait nos propres projets. Dès qu'on a toutes ces questions, on va essayer d'identifier les grandes thématiques des questions, regrouper les questions par thème et créer des projets de recherche par thème. Mais bien sûr, à la fin de cette réunion, il y a toujours plus de projets que temps à faire des projets. Donc, il faut bien sûr décider entre chaque projet de recherche. Et c'est à ce moment-là, on utilise ce concept de risque passif pour essayer de viser quels sont les projets à traiter en prioritaire. Donc, un exemple récent, c'est une équipe qui veut mettre en place une nouvelle offre payante. Et bien sûr, l'opportunité est très claire. Je sais que nos users ont besoin de cette offre, mais la réussite et l'échec de ce projet représentent environ 2036 de nouveaux users. Et ça, c'est un chiffre énorme. Et donc, grâce à ce chiffre qu'on a trouvé en travaillant avec nos analystes, on a réussi à faire patienter l'équipe et de demander de travailler sur autre chose entre-temps qu'on fait un peu de recherche. Donc, à ce moment, on fait un projet de recherche pour identifier qui cette offre doit inclure, à qui elle doit s'adresser, à quel prix elle doit être proposée et comment il convient de communiquer. Et c'était ces mesures qui montraient aux gens avec qui on travaillait le risque d'être passif avec notre recherche, qui nous permettent de continuer avec nos recherches et faire patienter sans avoir trop de débats. Et il y a un autre moment qu'on peut changer notre planification pour les user researchers. On fait un point chaque 2 semaines avec nos PM pour parler de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans une façon un peu plus granulaire.
Et c'était pendant une de ces réunions que j'ai parlé avec une équipe qui travaille sur l'amélioration de l'engagement et de rétention sur mobile. Il veut faire plein de changements, ça inclut de mettre en place un nouveau centre de notification, de complètement changer le texte dans notre notification et d'essayer de créer des nouvelles notifications pour améliorer l'engagement. On a trouvé qu'il n'y avait pas trop de danger de changer le texte dans les notifications, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui réagissent d'une façon très négative contre les notifications non sollicitées. Et c'est pour ça qu'on avait proposé de faire un projet de recherche très léger. Là, nous avons fait des recherches pour analyser la manière dont les utilisateurs réagissent face aux notifications non sollicitées et établir une hiérarchie des notifications. On a aussi réussi à étudier la manière dont se définissent une notification importante et ça nous permet d'avoir à définir un cadre à utiliser pour analyser nos propres notifications. On veut les créer pour l'avenir. Et grâce à ça, ils n'ont pas encore fini, mais ils ont déjà vu une baisse de 10% de la perte d'utilisateurs sur Android et une baisse de 6% sur iOS. Et là, vraiment, ils ne sont pas encore finis, donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer avec des nouvelles notifications qu'ils veulent créer. Et alors, au final, le takeaway. Appliquer cette méthode d'évaluation des risques à notre planification permet de contrebalancer tous les processus tels que Bang for Buck qui se concentrent sur le retour sur investissement d'une action. Aussi, cette méthode nous offre une autre perspective sur le problème et fournit un autre cadre pour l'aborder. En utilisant ces informations, vous pourrez convaincre les parties intéressées et démontrer clairement votre processus de sélection. Je vous encourage vivement à conserver cette idée en tête, à identifier d'autres mesures utiles pour suivre les risques passifs et à améliorer et vous approprier ce concept. Et pour conclure, j'aimerais vous poser une dernière question. Même si la recherche peut sembler risquée, pouvez-vous vraiment vous permettre de rester passif? Merci. Merci. Exceptionnellement, pour garder le rythme, on va accepter une question. Monsieur, j'ai vu lever la main en premier. Et s'il ne veut pas parler lentement. Là, tu lances d'ici, tu ne vas pas plus loin. Voilà. Merci. Yes. Moi, je travaille dans une administration publique et je voudrais savoir si le fait d'appeler un web designer ou un design, ce n'est pas un risque pour l'utilisateur quand l'interface va complètement changer. Ou est-ce que c'est une opportunité pour vous? Je pense que ça peut être un risque, oui, bien sûr. Et pour nous, chez Dashlane, en fait, ce qu'on a fait, on a essayé d'empower nos designers pour utiliser des prototypes sur les sites comme usertesting.com. Et comme ça, ils n'ont pas toujours besoin de nous les research et de mettre en place un grand projet. En fait, ils peuvent faire la propre recherche avec user testing. Il met un prototype en face de quelqu'un et il y a une petite vidéo qui se déroule, qui montre qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont répondu. Et comme ça, on peut essayer d'optimiser même avant. Donc c'est vrai qu'il y a des moments qu'on ne peut pas, mais il y a aussi des équipes pour nous aider.